Bonjour Véronique et merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie de te recevoir sur ma chaîne El Camino del Alma. Aujourd'hui, on réalise cette interview dans le but de faire connaître à nos auditeurs le métier de psychogénéalogiste. Bonjour Natacha, merci de m'accueillir chez toi dans ton bel appartement au rythme espagnol et je suis complètement dépaysée ici et ça me fait chaud au cœur parce que c'est très chaleureux et voilà, tu as un bel environnement, Merci, c'est gentil. Merci, merci. belle énergie. Le but est aussi que nos auditeurs sachent que lorsque j'interviewe quelqu'un, ils se sentent à l'aise, bien accueillis. Donc c'est le but aussi. Donc je suis ravie que tu ressentes cela dans mon intérieur. En préambule, est-ce que tu pourrais te présenter personnellement donc, et nous dire un petit peu quel est ton parcours, ton chemin personnel, ton chemin de vie presque même, et qu'est-ce qui t'a amené à la psychogénéalogie? Alors, je m'appelle Véronique Gabier, j'ai 59 ans, si je sais bien compter. Mhm. J'ai 59 ans et j'ai un parcours de vie un petit peu, comme beaucoup de gens, compliqué pour ne pas dire non rectiligne, quoi. Hein. Mhm. On va dire atypique alors peut-être. Atypique, oui, atypique. D'accord. Je dis souvent que j'ai subi 3 fracas dans ma vie, en fait. Mhm. Le premier étant la mort de mon père à l'âge de 7 ans, Mhm. qui m'a vraiment bouleversée. Pour une petite fille de 7 ans, oui, Oui, en effet, c'est très tôt. c'est très tôt. Mhm. Et j'ai ce premier grand fracas Mhm. euh, qui, a, qui va avoir un impact énorme, bien évidemment, dans ma vie et dans les années qui vont s'en suivre. Et le deuxième, on n'est pas des moindres, puisque à 30 ans, je perds mon mari. Ah oui, effectivement. Donc je me retrouve veuve à 30 ans, avec une petite fille de 18 mois, Waouh. et je suis enceinte. Ça, tu vois, Ah oui, effectivement, c'est vraiment un oui, choc et c'est violent. très violent. C'est d'une violence inouïe. Mhm. Euh, mais bon, ça fait partie de la vie. À ce moment-là, j'ai pas conscience de ce qui se passe. Je me dis, mais vraiment, j'ai pas de chance. C'est épouvantable. Je suis dans le drame, quoi, en fait, comme tous les gens Oui, qui oui, vont bien sûr, autour le de moi. drame familial. Le Et puis drame c'est familial qui se répercute à nouveau, puisque ma mère elle-même était en fait a perdu son père, donc mon grand-père, à l'âge de 14 ans aussi. Mhm. Et donc elle a perdu son mari, puisque moi j'ai perdu mon père à l'âge de 7 ans, elle avait 40 ans. D'accord. Donc tu vois, il y a Oui, des c'est scénarios intéressant, tout oui, à fait. et puis ça se répète, en fait. En termes de psychogénéalogie, c'est C'est complètement... marquant. oui, ouais. C'est marquant. Donc là, c'est le deuxième grand fracas. Mhm. Et le troisième, j'ai envie de dire, il est plus récent. Mais le troisième, c'est moi qui l'ai choisi. Mhm. Le troisième grand fracas, c'est dans les années 2020, là, en plein Covid, en fait, où j'ai pris conscience de certaines choses après ma formation Mhm. que j'ai faite en psychogénéalogie, où je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des scénarios et des schémas. J'avais l'impression d'être dans une roue de hamster, quoi, en fait, et de reproduire sans arrêt les événements du passé qui n'avaient pas été digérés, en fait, Tout à fait. d'un point de vue émotionnel. Et donc là, j'ai fait voler ma vie en éclats, en quittant un travail qui était extrêmement sécurisant, en quittant un homme qui ne m'apportait rien. Donc tout est parti comme ça, mais c'est un choix. Et je me suis donc retrouvée à ce moment-là, pendant 2 ans. Et puis alors c'était à la période, tu sais, du Covid, des vaccins, enfin toute cette période folle qu'on a traversée. Et Dieu merci, j'étais contente finalement d'être chez moi. Et donc j'ai traversé 2 années de vide. D'accord. Et J'ai est-ce qu'à ce expérimenté moment-là, le vide. voilà, tu as expérimenté le vide, c'est ce que j'allais dire, ça t'a amené à une période de, on va dire, de vacuité, de néant, hein, C'est ça. peut-être un peu la nuit noire de l'âme, même si je peux me permettre. Exactement. Et est-ce que cette période t'a amené à une introspection, justement, Exactement. pour peut-être, j'allais dire, revoir un peu tous les aspects de ta vie, qu'elles soient professionnelles, personnelles, sentimentales, enfin voilà. C'est exactement ça, Mm. en fait. C'était la nuit noire de l'âme.
D'accord. Je ne pensais pas vivre ça un jour. Et c'est pas du tout On me dit oui, mais c'est de la dépression. Ça n'est pas de la dépression. Non, il faut bien avoir le discernement pas la même entre chose. les deux. C'est La dichotomie. Comment je vais aller explorer mes zones sombres, en fait. Faire une sorte de bilan. J'ai 50 ans à ce moment-là. Donc, enfin 50, non, qu'est-ce que je dis, 55. En tout cas, j'ai un âge avec une certaine maturité, donc je peux regarder en arrière. C'est ça. Et je peux me rendre compte... Oui, tu as un recul nécessaire, en fait. C'est ça, pour, parce que tu peux faire ça à 20 ans, mais est-ce que ça n'a aucun sens? Mais arrivé à un certain âge, on peut avoir ce recul. Et c'est là où, en fait, on va explorer toutes nos zones d'ombre. Et c'est pas une partie de plaisir. Oui, j'imagine. C'est pas simple de toute façon. C'est pour ça que voilà, on dit toujours qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas affronter en réalité, parce que c'est très compliqué et c'est compréhensible. Et c'est compréhensible. Pas du tout dans le jugement sur ma chaîne, je le répète à chaque fois, mais c'est vrai. Et si je l'ai fait, c'est que c'était ainsi. Peut-être que je l'ai choisi. Oui, et que tu as ressenti le besoin aussi, peut-être. Oui, tout à fait. Parce qu'on dit souvent que pour voir la lumière, il faut traverser l'ombre. C'est ça. Sans ça, on ne peut pas voir la lumière, c'est pas possible. Voilà, donc peut-être que ça fait partie aussi pour ceux qui croient à nos différentes vies. Enfin, ça faisait peut-être partie de mon plan d'incarnation dans cette vie-là. D'aller au tréfonds de moi-même. C'est ça. Et de libérer tout ce qu'il y avait à libérer dans le transgénérationnel, voire même dans le karmique. Mais bon, je ne suis pas une pro du karmique, je n'y connais pas grand-chose, mais il y a peut-être un peu de ça aussi, quoi. Et donc c'est ce qui t'a amené à la psychogénéalogie? Non, ça, c'est arrivé après. D'accord. En fait, la psychogénéalogie, c'est le travail, je pense, de la psychogénéalogie qui m'a amené après une sorte de... J'ai envie de dire un burn-out. Mais un burn-out... Enfin, comment dire, pas un burn-out imposé ou subi. Voilà. Choisi. C'est-à-dire que je le choisis. Ouais. C'est-à-dire que j'évite le burn-out. Et le burn-out, voilà, c'est le mien. Il est choisi. Tu te l'es approprié. Voilà, je vais me l'approprier. Et voilà quoi. Et aller explorer, et aller voir ce qu'il y a à voir avant de me prendre de plein fouet et d'en être malade, parce que je n'ai jamais été malade de ça. C'est juste un mal-être que j'ai expérimenté. Et à défaut d'être... Enfin, il vaut mieux en tout cas être dans le mal-être pendant quelque temps et se guérir, entre guillemets, que de prendre de plein fouet. Exactement. La violence d'un vrai Tu as pu certainement mieux appréhender les situations du coup, parce que tu avais choisi, tu t'étais approprié, quoi. J'ai eu du temps, j'ai eu 2 ans, donc voilà, quoi, qui n'était pas évident, où j'ai été très seule. Ça, c'est l'objet de ma dernière... j'ai écrit une newsletter qui sort demain, qui est justement sur la solitude. D'accord. Et j'ai traversé cette période-là avec une grande solitude. Mais la solitude, c'est aussi le moyen de se retrouver. Bien sûr. Donc, d'après ce que je comprends, vu que tu me parles que tu écris des newsletters, tu utilises quand même assez aussi l'écriture pour, oui. Depuis peu, depuis 1 an, oui, effectivement, c'est quelque chose qui était en moi et qui te permet aussi de libérer des choses. Ah oui, je l'ai libéré justement pour le décès de Jean-Marc, du père de ma fille. J'ai énormément écrit et quand je reprends d'ailleurs aujourd'hui les écrits, je me dis mais comment c'est possible à 3 semaines du décès de son conjoint d'écrire ce que j'ai écrit, parce que j'ai gardé en fait les écrits. Et ces écrits, je me dis mais ils viennent d'ailleurs, quoi. Enfin, c'est est-ce que tu as ce ressenti peut-être d'avoir un petit peu quand même eu d'avoir pratiqué l'écriture automatique, ou je ne sais pas. Est-ce que tu t'es senti guidée à ce moment-là? J'avais besoin de ça. Peut-être que j'étais inconsciemment guidée, mais de là à dire et que tu ne savais pas sur l'instant T, peut-être. De là à écrire que son départ... Alors je vais peut-être choquer des gens, que son départ est un cadeau. Je me dis, c'est quand même étonnant. Oui, aujourd'hui, avec les années, le recul, quand tu retraces un petit peu ton parcours personnel et que tu t'aperçois finalement que ce décès sur l'instant a été vraiment un impact violent et bouleversant dans ta vie, il t'a quand même permis aujourd'hui, tu le reçois aujourd'hui comme un, attention entre guillemets, cadeau de la vie. On met des guillemets. On ouvre les guillemets, bien sûr, mais
toute façon, voilà, on est sur ma chaîne et il n'y a pas de jugement, on n'est pas là pour ça. Et puis, de toute façon, si certaines personnes se permettent de juger les commentaires, ça dégagera. Ça, je le dis toujours, c'est important parce qu'on est vraiment dans la bienveillance, dans la compréhension, l'empathie, la compassion. On n'est pas là pour juger, on est là pour comprendre ce qui se passe. Mais les faits sont là, c'est ce que j'ai écrit. Voilà, toi c'est ce que tu as ressenti, c'est ce que tu as écrit, c'est ce que tu penses aujourd'hui avec le recul. On va peut-être, on en reparlera aussi par rapport à ta newsletter quand je donnerai les coordonnées aussi à la fin de l'interview. On va peut-être continuer donc du coup et finir cette question, savoir donc qu'est-ce qui t'a amené à la psychogénéalogie finalement. Eh bien, ça a commencé en 2017 où j'ai commencé à me poser des questions. Par rapport à un mal-être que je vivais, déjà par rapport au fait que j'avais un boulot qui ne me correspondait pas, et puis je cumulais les échecs sentimentaux. Je dis toujours qu'en fait, les hommes dans ma vie, il y a 3 cas de figure, soit ils meurent, soit ils s'en vont, soit je les fous dehors. Oui, donc il fallait résoudre un problème là. Donc je on me était dis, face à quelque chose où l'homme ne reste pas. Et pourquoi? Comment cela se fait-il? Voilà. D'accord. Pourquoi il ne reste pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas droit à ça? Donc tout un tas de questions qui finalement ça te a été t'amènent à peut-être des recherches alors j'ai fait après j'ai toujours été, tu sais, j'avais 15 ans, j'étais passionnée d'astrologie. Quand j'ai perdu Jean-Marc, j'allais voir des voyants. Enfin, j'ai toujours été passionnée par la vie après la mort. Donc moi, la mort, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi, qui t'effraie, qui m'effraie. C'est pas une fin en soi. Je ne dis pas que ça ne m'effraie pas, mais voilà, j'ai des croyances dans ce domaine-là qui me rassurent peut-être, en tout cas qui font que pour moi... De toute façon, ça fait partie quand même c'est le cycle de la vie, des sujets de fascination, j'allais dire, quelque part, parce que c'est l'inconnu. Et donc à cette période-là, en 2017, donc je cherche des questions, je me tourne vers des énergéticiens, et puis on me dit à un moment donné, mais non, mais il faut que tu fasses un travail sur l'histoire familiale. Je connais une personne, donc Agnès. Donc qui te dirige vers... C'est une personne qui faisait des soins énergétiques. Et elle me donne sa carte. D'accord, donc un énergéticien qui te conseille donc d'aller voir une psychogénéalogiste. Tout à fait. Donc tu as vu Agnès Paoli, oui, mais alors, pour ne pas la citer. Avant ça, quand on me donne la carte, je me suis dit en moi-même, jamais de la vie je ferai ce travail-là. J'étais terrorisée. Travailler là-dessus, sur l'histoire familiale, j'ai dit, mais c'est hors de question, je n'irai pas. Oui, c'était carrément le blocus, quoi. Le blocage. Et on sait que, en fait, là où on a peur d'aller, eh bien, c'est là où il faut aller. Tout à fait. On est d'accord. Donc, eh ben, voilà, quoi. J'ai donc pris rendez-vous avec Agnès, on a fait des séances, enfin, il y avait vraiment... Il y a du job, hein. J'ai envie de dire, le job, il n'est jamais fini. Hein. Ah, mais c'est à vie, hein. Ah bah ça c'est sûr. Et donc voilà, en fait ce qui pour moi était impossible à réaliser, et bien du coup je me suis rendu compte que c'était non seulement c'était salvateur, mais c'est que c'était tout à fait passionnant. En fait. Oui, et puis c'était en accord avec ce que finalement tu recherchais. Exactement. Même si au départ c'était un blocage, ça représentait un blocage pour toi, il y avait quand même l'univers qui t'a poussé. En te disant, allez, je te mets un petit coup de pied, je te jette dans le vide là. Voilà, je te jette dans le vide et puis va expérimenter parce que voilà, c'est ce qu'il te faut en fait. Oui, et ça, tu l'as compris après une fois que tu as commencé, je suppose, la formation. Quoi. C'est ça, voilà. c'est ça. Ça, donc, nous, on va faire la transition justement avec la prochaine question. Donc, Véronique, est-ce que tu peux nous présenter, nous dire en quelques mots, qu'est-ce que la psychogénéalogie finalement? Il y a une phrase que j'aime beaucoup, moi, et qui, en une phrase, décrit tout. Oui. Ce qui n'est pas dit en haut de l'arbre généalogique sera mis en scène quelques générations plus tard. Et cette simple phrase, pour moi, alors je ne sais même plus de qui elle est, je m'en excuse par rapport à l'auteur, j'ai essayé de chercher, mais je ne sais plus. Mais je la trouve très pertinente. Complètement. Elle raconte, elle résume très bien. Elle résume, avec des mots simples, elle résume ce que c'est. Oui, accessible. Elle est accessible à tout le monde et voilà. Et non seulement elle est accessible, excuse-moi, je t'interromps, mais elle donne envie aussi d'en apprendre plus. Oui, en fait. Et elle peut effrayer aussi. Oui, bien sûr, bien sûr.
Mais voilà, après ça, c'est propre à chacun, mais c'est vrai que, enfin, en tout cas, moi, j'ai ce ressenti-là quand tu as donc énoncé cette phrase. Après, bon, moi, j'ai moi-même fait ce parcours-là aussi, et je suis en pleine formation également avec Agnès, et ça, tu le sais, on en a déjà parlé. Mais si je prends vraiment la phrase telle que tu l'énonces et que je fais abstraction du fait que je sois en formation actuellement, en psychogénéalogie, elle me donne envie, en fait, d'en savoir plus. Ça me pique la curiosité, en fait. Oui, ça pique. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, en résumé, toi, donc, bon, voilà, avec cette phrase, on comprend déjà pas mal de choses, mais si toi, personnellement, tu devais aller au-delà avec tes propres mots, comment tu expliquerais cette profession, discipline, comment on peut l'appeler d'ailleurs? Une approche thérapeutique. Une approche thérapeutique, très bien. Je dirais que c'est une approche thérapeutique qui met en lumière le fait que eh bien, nous sommes liés quelque part à une histoire, à une histoire familiale, avec des liens invisibles, et que ces liens invisibles, alors ils peuvent être bénéfiques, il n'y a pas aussi, on ne porte pas forcément toujours des casseroles non plus, hein, complètement, mais ces liens invisibles peuvent nous empêcher de nous réaliser dans notre vie actuelle, parce que tout ceci est un processus inconscient, et que c'est parfois difficile à déceler, parce qu'on est dans des reproductions inconscientes de schémas, on ne se rend pas compte en fait. Complètement, tout est inconscient. Et ce qui m'amène aussi à te dire, et tu me diras si tu es d'accord avec moi, que finalement, si on sait et qu'on a pris conscience que tout est énergie dans la vie, on se rend compte aussi à travers la psychogénéalogie, moi c'est ce que j'ai ressenti, hein, après tu me diras si ça te parle, à partir du moment où certains déblocages sont faits à travers cette approche thérapeutique, il y a une énergie qui est donc, j'allais dire, qui s'en va, enfin qui part dans l'univers et qui lance un processus en fait. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais... Un processus de guérison. Voilà. Pour moi, il y a cette notion-là aussi de tout est énergie, et à partir du moment où on prend conscience de quelque chose par rapport à, peu importe, que ce soit son histoire familiale ou des blocages émotionnels, etc., on va le voir plus tard, mais pour moi, c'est vraiment ça que les gens doivent comprendre, c'est que cette énergie, une fois qu'il y a eu la prise de conscience, l'énergie, elle est donc partie dans l'univers et elle lance un processus, elle démarre un processus, et que ce soit un processus de guérison ou autre, mais en tout cas, pour moi, il y a un processus qui est démarré dans l'univers. Tout à fait, tu as entièrement raison. Entièrement d'accord avec toi. Ouais. Allez, maintenant qu'on a vu donc un petit peu en quelques mots ce que représente la psychogénéalogie, j'espère que ça a été assez clair pour nos auditeurs. On aimerait en savoir un peu plus, et je pense notamment aux outils utilisés pour pratiquer donc, cette approche thérapeutique. Donc, quels sont les outils que toi, tu utilises? Est-ce qu'on a besoin de faire des investigations, comme dans la généalogie pure, des démarches qui sont nécessaires pour mettre en place et réaliser cette pratique? Oui, bien sûr que de toute façon, à partir du moment, j'ai envie de dire, où on commence à aller en quête de son histoire familiale, à poser des questions autour de soi, ou à faire une demande auprès d'un généalogiste, tout simplement, hein. J'ai envie de dire que le travail il commence déjà là. D'accord. Et oui, il est nécessaire pour moi d'avoir connaissance de noms, de prénoms, de tout ça. Enfin, donc là, on est plus dans les données, en fait, voilà, finalement. On n'a pas besoin non plus d'être sur X génération, mais remonter voilà, jusqu'au Moyen-Âge. Oui, bien sûr. Mais non, mais c'est important que tu le dises, parce qu'il y a des gens qui pensent que voilà, il faut absolument tout connaître de son arbre, il faut, voilà, avec quelques données en tout cas. Avec quelques données, quelques prénoms, les dates, les métiers. C'est passionnant les métiers. Oui, aussi. Pour les gens qui pensent avoir choisi leur métier, je vais casser votre mythe, parce que on ne choisit rien. Généralement dans beaucoup de domaines d'ailleurs, que ce soit surtout le métier, je trouve. Est-ce qu'il en est de même pour les prénoms par exemple? C'est pareil, moi les prénoms, j'ai ma petite idée là-dessus, hein, les prénoms. Tu as ta petite théorie. J'ai ma petite théorie qui dit que le prénom, oui, ça a été choisi par ma marraine, ou ça a été choisi par ma mère, mon père, ou les deux en même temps. Bon, oserais-je dire que de toute façon, c'est presque
l'âme de l'enfant qui le choisit au moment de son incarnation. Moi, c'est ce que je pense. D'accord. Et donc, pour revenir à la question, est-ce que, à part donc, les données, il te faut autre chose pour te permettre, j'allais dire plutôt des outils quels sont les outils que toi tu utilises pour, j'allais dire, en complémentarité avec les séances? Alors j'aime bien avoir l'arbre, bien sûr, avoir la personne et son ressenti. Ce qui est important aussi, c'est la personne. Oui, oui, oui. Parce que la personne, en fait, elle vient avec une problématique, mais ce que je trouve de très drôle, en fait, c'est que la personne, elle sait au fond d'elle. En fait, on sait tout. Quelque part, on sait au fond de soi. On a une connaissance intérieure. On connaît notre problématique et on connaît la réponse. Mais c'est comme si on était, pour moi, tu sais, c'est comme quand tu te lèves, tu te lèves en pleine nuit. Tu vois, tu es dans le noir. Tu es dans le noir et tu tâtonnes. Et tu te dis, mais mince, je ne sais pas ce que c'est là, je suis en train de... Ça doux, c'est quoi? C'est faux. C'est doux, c'est dur, c'est... Je sais pas ce que c'est. C'est chaud, c'est froid, qu'est-ce que c'est? Et je le percute. Mais en fait, en allumant la lumière, tu te dis, ah bah oui, c'était ça. C'est exactement ça, c'était bel et bien le fauteuil. Tu vois. En fait, on le sait, il faut juste quelqu'un qui allume l'interrupteur. Qui mette le doigt sur... Voilà. C'est ça. Donc, la personne, c'est important qu'elle soit... Donc, les données, si on résume, les données, la personne et ses ressentis. Oui. Parce que quand on me dit, ah, bah ça me parle ce que vous me dites. Le feu, ça me parle. Là, j'ai des frissons. Ça me fait bizarre ce que vous me dites là. C'est ça en fait la réponse. Oui, ça c'est très parlant, très important d'avoir le ressenti de la personne pour justement qu'elle-même se rende compte en fait qu'on a mis le doigt sur quelque chose. C'est ça. Et qu'on met en lumière. On le met en lumière. Mais en fait, tu es venu me voir, mais tu le savais tout ça. Tu le savais. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai mis le projecteur. C'est pour ça que le terme d'approche thérapeutique me paraît complètement... C'est ça, c'est juste une approche. Ouais, c'est ça. Donc, on résume donc les données, avec donc bien sûr le nom, le prénom de la personne, son âge, sa profession, peu importe, son arbre généalogique dans la mesure du possible. Oui, dans la mesure du possible. Et puis, donc, son ressenti, ses ressentis, ça c'est important. Et est-ce que tu as des outils plutôt concrets? J'allais dire, est-ce que tu utilises des objets? Oui, alors j'utilise plusieurs choses. J'ai aussi l'EFT, qui permet de travailler l'Emotional Freedom Technique, qui permet de travailler sur les émotions. Ça, c'est un outil... plus thérapeutique, c'est une méthode psychocorporelle en fait pour gérer les émotions avec une technique de points d'acupression qui correspondent à des méridiens en médecine chinoise. D'accord. Mais j'ai une petite préférence pour les constellations familiales, mais pas les constellations familiales. Je ne prétends pas faire des constellations familiales parce que c'est quand même pas rien, c'est pas n'importe qui. Mais ça s'y apparente en tout cas. Oui, mais moi je l'ai fait en individuel avec des sujets, avec des Playmobil. Oui, tout bêtement. Tout bêtement. Et les Playmobil, ça représente toute la vie en fait. Quand on regarde ces petites figurines, elles symbolisent tellement de gens, tellement de métiers, il y a tellement de symboles derrière. Et il y a une symbolique très forte. Ah oui. Donc ça te permet toi d'approfondir et d'avancer beaucoup sur le travail en fait. Et moi, j'avais appris en fait d'une certaine façon, et comme je suis quelqu'un qui ne respecte pas souvent les règles, je fais à ma façon et moi je les fais tirer à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on les prend, on tire une figurine, on se tire par exemple soi-même, mais on prend à l'aveugle. D'accord. C'est beaucoup plus parlant d'après toi que si on choisissait ces sujets. Forcément c'est l'inconscient qui parle. Oui, bien sûr. Donc c'est forcément beaucoup plus parlant. D'accord. Donc là, c'est vraiment... Alors merci Véronique, parce que je trouve que tu as très bien répondu à la question. Donc toi, par rapport à tes séances, voilà ce dont tu as besoin, en général, pour pratiquer une séance en tout cas. Et j'ai besoin aussi d'autre chose, j'ai besoin de ce que j'appelle le roman familial. Qu'est-ce qu'on se raconte dans la famille? D'accord. C'est quoi le blabla? C'est quoi nous, dans notre famille, nous... on se marie pas. Voilà. Oh là là, on ne peut pas se marier parce qu'il y a eu ça, il y a eu la grand-mère, machin, qui est arrivé ça. Donc, oui, donc c'est tout le familial, voilà, ça te permet déjà de connaître un peu mieux la personne à travers sa famille, comment il fonctionne, le mode de communication, le mode de fonctionnement. C'est ça, qui, comme son nom l'indique, est un roman. On se raconte qui des n'est choses. pas la réalité. Tout à fait, tout à fait. Ça, je suis d'accord.
Et du coup, ça m'amène à te demander, que viennent chercher les personnes donc, qui te consultent réellement? Est-ce que voilà, elles attendent des réponses? Est-ce que c'est pour peut-être en savoir plus sur leur histoire familiale? Justement, tu parlais du fonctionnement de l'histoire du roman familial. Est-ce que c'est plus pour des blocages émotionnels? Là, on parle souvent de transgénérationnel. Donc, je pense que pour éclairer nos auditeurs, que vient chercher une personne qui te consulte? Alors il y a une phrase que j'aime bien aussi, parce que j'aime bien les phrases, hein. Ce que tu cherches te cherche. Et je ne sais pas en fait si les gens d'ailleurs, ils viennent chercher quelque chose qu'ils connaissent. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ils viennent chercher quelque chose qu'ils connaissent de toute façon, qui est enfoui au fond d'eux. Et il faut juste le faire ressurgir c'est en ça. fait. Ouais. Principalement, bien sûr, que ce qu'ils viennent chercher, c'est des blocages, principalement. C'est des schémas répétitifs. Les schémas répétitifs, ça c'est... Connaître l'histoire familiale, assez non, fréquent. pas vraiment en fait. Pas vraiment. Mais ce sont des personnes qui sont bloquées à un moment donné de leur vie, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Ça peut être aussi des phases de dépression. Il y a moult raisons, hein. Il y a plein de raisons en fait. Mais généralement, c'est un blocage, quoi. Oui, et puis peut-être ils viennent au départ pour un blocage, et puis au fur et à mesure de la séance, j'imagine que on arrive à peut-être parler naturellement du reste, quoi. Du transgénérationnel, ah oui, schéma répétitif, oui, effectivement aussi. Donc j'imagine que c'est un petit peu comme ça que ça se déroule. On vient au départ pour une raison, mais on s'aperçoit qu'on va développer et mettre en lumière plein d'autres choses finalement. Alors en fait, on vient pour une raison, mais l'inconscient, lui, très souvent, joue des tours et nous dit non mais c'est T'es quoi? pas venu là pour ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tout ça l'urgence. L'urgence, c'est pas ça. Et on va travailler sur autre chose. Parce que l'urgence, elle est là. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous dire à présent de quelle manière la psychogénéalogie apporte des solutions? C'est-à-dire, quels sont les bienfaits sur la personne, son environnement, son chemin personnel? De quelle manière, en tout cas, ça va apporter des solutions à la personne? Je dirais que de quelle manière... Alors, est-ce que ça ne va pas lui permettre de mieux communiquer dans son environnement familial, peut-être aussi? Parce que pour moi, en fait, c'est simple. C'est très simple, en fait. Oui, on cherche souvent compliqué. On cherche des choses d'une manière très compliquée, mais il y a une manière très simple de résoudre tous ces conflits, c'est la communication. C'est communiquer entre nous, entre membres de la famille, entre générations, se dire les choses. Et se les dire simplement. Et le fait de les verbaliser, et pour moi presque, je dis bien presque, parce que bien évidemment c'est pas toujours le cas, mais c'est presque suffisant à dénouer ces fameux liens invisibles qui nous polluent et qui nous empêchent d'avancer. Donc plutôt qu'une manière, ce serait plutôt un moyen en fait qu'on utiliserait, qui est donc la communication. La communication. Pour résoudre et mettre en lumière pas mal de choses et dénouer en fait des liens toxiques, des choses qui nous polluent. C'est un peu l'idée en fait, de pouvoir éclaircir et prendre conscience en fait. Prendre conscience du pouvoir du verbe. D'accord, très bien. Donc ma question suivante, c'est: la psychogénéalogie a-t-elle un impact sur notre bien-être? Donc est-ce qu'elle permet, grâce entre guillemets à ces déverrouillages que l'on porte de nos ancêtres et qu'on appelle plus communément le bagage transgénérationnel, d'améliorer ce bien-être-là avec le temps et au fur et à mesure des séances? J'imagine qu'il faut peut-être pratiquer plusieurs séances ou pas. Est-ce que tu peux nous répondre par rapport à ça? Alors en termes de bien-être, bien sûr... ça a un impact? Bien sûr, ça a un impact, puisque si on débloque, si on sort de la roue, si on sort de la roue du hamster, et ben waouh, quand même. Si tu veux, je suis plus la marionnette. On s'aperçoit qu'on peut courir dans autre chose qu'une roue, en fait, finalement. On peut sortir d'une roue, quoi. Et il y a aussi une autre phrase, je ne sais pas si je vais la retrouver, mais qui dit que nous sommes le produit d'une histoire. Nous sommes tous le produit de notre histoire familiale
dont nous cherchons tous à devenir le sujet. Le sujet principal. Le sujet, c'est-à-dire l'acteur. C'est-à-dire que je ne suis plus le produit, je ne subis plus l'histoire familiale. C'est-à-dire Je que suis d'un acteur. coup, je prends conscience de ce qui s'est passé, de ce que j'ai vécu, et je deviens le sujet, l'acteur. Et je vais désormais mener ma vie vraiment, quoi. Est-ce qu'on peut aussi ajouter, et ça me fait penser à ça, je trouve ma place. C'est ça, exactement. Trouver sa place. C'est exactement ça, merci. Ouais, mais je t'en prie. Trouver sa C'est vrai place. que... Et c'est souvent un problème de place. Hein, oui, dans oui. les problèmes familiaux. Ça revient souvent quand même dans la psychogénéalogie. Hein. Très et puis souvent. j'ai l'impression aussi que souvent, à travers notre histoire personnelle, on se donne la place on a la place qu'on veut se donner. Exactement. Donc souvent, je fais référence à, dans des familles, oui, mais moi je suis le vilain petit canard, personne ne m'aime, j'ai pas de chance, etc. Les autres c'est mieux, moi c'est moins bien. Mais ça, il faut que, enfin, c'est pas qu'il faut, parce que chacun fait ce qu'il veut, mais je conseille en tout cas à tous les gens qui se retrouvent dans ce que je suis en train de dire, peut-être que la psychogénéalogie peut être une solution, parce que en tout cas, pour moi, ça a marché. Je me suis rendu compte que c'était la place que je m'étais donnée, mais que j'avais laissé les autres me donner. Tout à fait. En réalité. On a laissé de l'espace. Tout à fait. En fait, on s'est recroquevillé dans un coin. On a laissé l'espace aux autres. Bah, tu sais, voilà, quoi, le vide, on le remplit. Hein. C'est bien connu. Hein. C'est ça. Donc oui, c'est vrai que c'est en ça que aussi, pour revenir à la question, hein, on va rester centré, que ça a un impact sur notre bien-être, parce qu'avec ces prises de conscience, ces mises en lumière, ces déblocages, ces déverrouillages, toujours en relation avec nos bagages transgénérationnels, permettent d'avancer, permettent de faire un travail personnel et d'évoluer et de trouver sa place, trouver son chemin, quoi. Tout à fait, trouver son chemin. Alors, sa légende personnelle, voilà, comme dirait Paulo Coelho. C'est ça, il faut faire des citations, des références, J'aime des bien. phrases. Ah oui, mais moi c'est pareil, donc ça me va très bien. On va donc passer peut-être à un autre pan de l'interview qui serait plus axé sur le pratico-pratique. Quel type de formation on peut faire pour devenir donc psychogénéalogiste, parce que je pense que ça intéresse, j'espère en tout cas que ça intéresse nos auditeurs. Eh bien, moi, je l'ai fait personnellement. Hein. J'ai fait un choix. C'est Agnès Paoli qui fait ses formations. Alors, je crois que maintenant, elle s'est établie dans le Lot. Hein. On mettra en barre d'infos si elle nous autorise. Elle exerce sinon à distance, comme beaucoup de formateurs. Sinon, elle vient sur Irini et je sais qu'elle forme aussi en Belgique. Donc, c'est sur 2 ans de mémoire avec 9 modules. Moi j'ai beaucoup apprécié son approche, apprécié sa façon de former, sa manière d'être aussi. C'était oui, belle, elle est très pertinente, on sent aussi son expérience, parce que moi je peux le dire aussi, hein, c'est pareil, le cursus de formation, je le suis avec elle et je la trouve très pertinente, toujours juste. On sent vraiment la bouteille, hein, on sent l'expérience, et puis elle a une connaissance inouïe. Elle a des connaissances en histoire. L'histoire, les dates, toutes les dates en mythologie. la mythologie. C'est impressionnant. Non, franchement, elle fait des références lointaines. Hein. Et puis elle fait des conférences aussi, en plus. Elle fait des conférences. Des ateliers, conférences. Je ne sais plus exactement comment elle l'appelle, mais... Enfin, elle a beaucoup de cordes à son arc. C'est ça. C'est une personne très compétente. Très intéressant aussi de savoir que, parce que nous on est dans la région en France, hein, dans la région de l'Isère, et c'est aussi important peut-être qu'on le signale, parce que c'est un peu la pénurie de formation dans ce domaine dans notre région. Ah oui, ça je savais pas. Après sur Lyon on peut plus facilement trouver, mais en tout cas moi qui habite un peu dans la campagne, j'ai été contente de savoir qu'à Irini il y avait on dispensait des cours, donc ça m'a un peu ça m'a beaucoup aidé. En termes de coûts, qu'est-ce que les gens je pense qu'il faut peut-être donner une fourchette, parce que selon le formateur peut-être c'est pas les mêmes prix.
En termes de coûts, on est dans les... je ne sais plus combien c'est, moi, maintenant. Hein. Donc, On peut parler entre 3 500 c'est ça. et 10 000 euros, ça peut monter jusqu'à 10 000 euros À une 10 000 formation. €, ça, je ne connais pas. Hein. À mon avis, sur Paris, ça doit bien Ah ouais. approcher, Ah oui, c'est possible. avoisiner les 10 000 euros, je pense. Oui. Ouais. Déjà, Ouais, quand c'est on est assez sur coûteux. du 3 000 €, je pense que c'est déjà pas mal. Quand Oui, même, oui. hein. 3 000, 3 500, 4 000, c'est déjà pas mal. Ah, bah, Et oui. puis après, voilà, selon les régions, peut-être aussi. Oui, tu as raison, je pense ouais, que... Oui, on peut monter facilement à jusqu'à Paris, 10 je 000 pense qu'on euros. doit être dans cet ordre-là. Oui, c'est possible. Oui, oui. Donc voilà, à vous de peut-être aussi faire vos recherches. Bon, on mettra, si Agnès nous l'autorise, ses coordonnées aussi. Et puis, est-ce qu'on peut éventuellement prétendre à des aides financières pour suivre cette formation? Moi, personnellement, j'en ai pas eu. Tu sais, comme on est dans un registre qui est quand même particulier, les aides... je ne pourrais pas renseigner là-dessus parce que je ne sais pas. Les aides se font rares. Hein. Les Enfin, aides moi, se personnellement, font je pense très rares. voilà, je pense qu'il n'y a pas d'aide financière. Il n'y a pas vraiment de possibilité. On ne nous aide pas trop. On ne nous aide pas trop, surtout dans les thérapies un peu comme ça qui sont non conventionnelles. Parce que tu sais bien que le fait d'aller bien va à l'encontre de notre société actuelle. Ça va changer, il faut être positif. On reste optimiste, Véronique. Oui, non, mais je suis optimiste, là, justement. Oui, j'en doute pas. Mais en tout cas, voilà. Après, peut-être, j'invite nos auditeurs, s'ils sont intéressés, à faire leurs propres recherches, parce que nous, de notre côté, même si on n'a pas d'aide et de solutions financières à leur proposer concrètement, il existe peut-être des choses qu'on ne connaît pas. Donc, faites vos recherches, n'hésitez pas. Est-ce que ça donne droit est-ce que ça débouche, en tout cas, sur un diplôme, une certification? Comment ça se passe à ce niveau-là? Une certification. D'accord, certification donc de psychogénéalogiste. Voilà, après, on peut donc pratiquer de chez soi, en visio. On peut ouvrir tout à fait un local, se mettre en auto-entrepreneur. Enfin, j'imagine qu'il y a des possibilités. Tout à fait. On peut après voilà, exercer et recevoir toute personne qui est désireuse en fait, de travailler sur cette thématique-là. D'accord. Alors moi, j'ai vraiment quelque chose que je tiens à dire absolument parce que ça me paraît très très important, crucial même. J'aimerais rappeler à tous ceux qui nous écoutent que quand on a cet objectif de devenir thérapeute, pour moi, ça me paraît important de ne pas oublier de faire sa propre thérapie avant Bien tout. sûr. Il faut d'abord s'aider soi-même pour pouvoir aider les autres. Alors ça paraît évident pour certaines personnes, il y a peut-être des auditeurs qui vont dire mais bon c'est évident, pourquoi elle dit ça? Non mais tu fais bien de le rappeler. Mais je le rappelle parce que j'ai déjà côtoyé des thérapeutes qui ne s'étaient pas occupés d'eux et ça me paraît aberrant de recevoir des gens et de les aider alors qu'on n'a pas fait son propre travail. Et ça fait des dégâts. Complètement. C'est pour ça que je tiens à le préciser. Tout à fait. Donc c'est important, faites attention aux gens que vous allez voir. Et c'est aussi aujourd'hui ce qui me dérange un petit peu, parce qu'on est déjà perçu comme des thérapeutes, c'est associé un petit peu à du charlatanisme, souvent même, et malheureusement. Et ça viendra pas aider, en fait. Exactement. Je voudrais rajouter quelque chose à ce sujet, c'est que par exemple, concernant l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, qui d'ailleurs se pratique aujourd'hui dans les hôpitaux, dans les cliniques, par les psys. Moi, j'ai été formée par une psy. D'accord. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Et d'ailleurs, cette psychologue m'avait dit, mais tu sais, Véronique, ce n'est pas ma formation académique de psychologue qui fait de moi une thérapeute. Ce qui fait de moi une thérapeute, c'est mon parcours de vie. Ça, c'est important de le dire parce que c'est vrai que souvent on est toujours axé sur le pratique, sur le côté pro. Enfin, on est vraiment dans du rationnel. Il faut un cadre. Oui, bien sûr qu'il faut. Mais ça ne fait pas forcément tout. Ça ne fait pas tout, non. Et il y a aussi des gens dangereux là-dedans. Bien sûr. Donc voilà, faire preuve de discernement, de bon sens. Moi, je pense qu'il faut aller là où on est appelé, en fait. On ressent. En fait, écouter son intuition. Voilà, écouter son intuition. Cette personne, elle ne me parle pas. Peut-être que là, à l'issue de cette interview, il y a des gens qui vont dire alors elle, laisse tomber, elle est perchée de chez perché, c'est pas elle que je vais aller voir. Et puis voilà, c'est son ressenti. Moi, chacun. Voilà, oui, tout à fait. Il faut savoir accepter et respecter les limites de chacun, les opinions de chacun. C'est très important. Est-ce que tu peux nous dire justement, toi qui es donc maintenant thérapeute psychogénéalogiste, on va dire ça comme ça, le tarif que tu pratiques pour une séance approximative, oui, c'est 70 €. Oui, 70 €. Ouais.
Une séance qui Oui, dure une à peu près séance. combien de temps? Oh, 1 heure et demie. Une Alors, heure, moi, une heure et c'est demie. vrai que je suis pas dans le business, moi. Oui. Ça, c'est clair. Bon, en général, hein, c'est un peu Oui. l'approche de tous les thérapeutes, j'allais dire, qui sont dans le... Je sais que ça vaut plus. Mm. J'y viendrai peut-être, mais j'ai peut-être un truc à travailler là-dessus Oui, d'ailleurs. voilà. C'est le dernier. C'est peut-être le dernier petit là. point qui reste, le Il y a une syndrome de résistance. l'imposteur. Il y a une résistance Oui, ici ouais. et elle n'est pas facile celle-là. Ouais, Donc, c'est vrai. Non, mais je vais revenir dessus. Très bien. Comme quoi, hein, ça prouve qu'on a un travail à faire. Non, mais voilà, le plus gros, il est fait. Oui. Après, mais tu passes ta vie Bien sûr. Dire, jusqu'à ton dernier souffle, tu C'est seras ça. encore en train de te dire, Ouais. mais tiens... C'est une évolution voilà, permanente. C'est une évolution permanente, Mhm. et c'est ce qui est chouette, quoi. C'est de pas rester dans ces choses et de pas bouger, quoi. Oui, oui, tout à fait, je suis d'accord. Est-ce que justement tu peux nous donner tes coordonnées, comment on peut te trouver, ton adresse, comment on peut te contacter si des personnes sont intéressées pour faire une séance avec toi, sachant que tu pratiques en visio aussi, donc ça peut être... Oui. Bien, moi, je suis sur Saint-Clair-du-Rhône, un bourg, petit village dans la région viennoise, au pied du Pilat. Dans l'Isère, donc. Dans l'Isère. Et donc, En France. Oui, en France. Mais je reçois en visio. J'ai même eu des personnes à un moment donné d'Espagne. Tiens, peut-être des Français qui étaient en Espagne. Donc voilà, je reçois en visio ou chez moi. Oui, on me trouve, j'ai un site internet qui est véroniquegabier.fr. D'accord. De toute façon, on mettra toutes les infos dans la barre de description sous la vidéo, Voilà. pour ceux qui souhaitent te contacter. Et sinon, c'est par Zoom, c'est via Zoom en fait quand je fais des visios. D'accord, oui, tu as plusieurs supports, peut-être Skype aussi? Non, non, moi c'est Zoom. Zoom, d'accord. Zoom ou WhatsApp. Okay. Très bien. Écoute, Véronique, je te remercie vraiment d'avoir donc accepté mon invitation, d'avoir répondu à toutes ces questions et puis d'avoir accepté aussi de donner tes coordonnées, de nous expliquer un petit peu ton parcours personnel, parce que voilà, c'est pas tout le monde qui souhaite le faire, et en tout cas c'est assez courageux de ta part aussi. Et puis moi je suis donc ravie de vous avoir fait partager cette interview. Ça me paraissait vraiment quelque chose d'important. Il y en aura d'autres, là on est sur la psychogénéalogie, j'ai d'autres projets. Pour ceux que ça intéresse, il y aura d'autres métiers un petit peu comme ça de thérapeute, pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui connaissent, qui ont envie donc de nous écouter. Donc ma chaîne YouTube, c'est El Camino del Alma. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre. On va donc se quitter. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura fait sens pour vous, que vous aurez découvert des choses que vous ne connaissiez pas à travers cette approche thérapeutique, comme le dit si bien Véronique. Et je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Natacha. Je t'en prie, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.